Je me présente d'abord parce que ça me fait plaisir d'être là. J'ai mis quelques photos souvenirs. Je suis diplômé de la faculté de médecine de Tunis, évidemment. J'ai fait 2 ans à l'hôpital universitaire de Nîmes, 2 ans dans cette belle ville de Nîmes, où j'ai fait beaucoup d'anesthésie éco-régionale. 3 ans, pardon. J'ai fait 1 an de formation, ensuite 2 ans en tant que médecin. Puis par la suite, concours de circonstances, j'atterris au Canada avec ses inconvénients, à savoir le froid et ses paysages magnifiques. J'ai fait beaucoup de travaux sur la gestion des voies aériennes et particulièrement sur la préoxygénation. J'étais loin de la simulation dans ce temps-là et j'ai redirigé ma carrière vers l'anesthésie et la simulation. J'ai fait une maîtrise en éducation médicale et une formation en simulation pendant une année au centre de simulation de l'Université McGill. J'ai eu la chance aussi, je dis la chance parce que j'ai trouvé ça très intéressant, de faire 2 formations accélérées à l'Université de Harvard en debriefing particulièrement, qui était quelque chose d'extraordinaire que j'encourage tous ceux qui ont la possibilité de le faire, de la faire. Et si vous me cherchez sur la photo, je suis là. Donc, depuis 2019, je suis au centre de simulation de l'Université de Montréal. On l'appelle le Centre d'apprentissage des attitudes et habiletés cliniques, le CAAHC. Et depuis 2019, non, depuis 2010, j'y suis, mais depuis 2019, je suis agrégé à l'Université de Montréal et je dirige la recherche dans ce centre-là. Ce n'est pas ma première collaboration avec la Tunisie et j'en suis extrêmement fier et content et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, j'ai eu la chance de donner 3 formations de formateurs à la faculté de médecine de Tunis et une à la faculté de médecine de Sfax et c'était une expérience des plus agréables que j'ai eues dans ma vie. Donc, on parle de simulation réelle à la simulation virtuelle. Alors, j'ai mis réelle entre guillemets parce que la simulation est déjà pas réelle, mais on est en train de switcher de cette simulation réelle qu'on appelle la full scale simulation à la simulation virtuelle qui est la screen-based simulation. Mais on va en parler en détail. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer aujourd'hui. Les objectifs que je me suis fixé à exposer, c'est d'abord explorer les scénarios de simulation en ligne qui sont réalisables sans qu'il y ait un participant à côté de nous. Analyser les méthodes possibles qui permettent de convertir un atelier qu'on avait en simulation en présentiel et le transformer en ligne, et puis reconnaître les limites. Il y a certains de ces objectifs-là ont déjà été répondus, mais je vais me répéter, mais je vais aller vite quand c'est la répétition. Alors, quand je voulais répondre à ces objectifs, je me suis dit, ça va être ennuyeux si je me mets à passer en revue, voici, ça c'est un scénario qu'on peut transformer en virtuel, ça c'est un scénario qu'on ne peut pas. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Donc, je me suis dit, au lieu de faire ça, on va s'attaquer aux bases de la simulation, aux piliers de la simulation. Et si, en se disant, si ces piliers-là sont respectés, n'importe quelle simulation, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit en présentiel, devrait être efficace. Il n'y a pas de doute. Donc, quels sont les 3 piliers? En fait, il y en a 10 hein, pour ne rien vous cacher, mais je me suis attardé sur 3 piliers qui, à mon avis, en les respectant, on va obtenir une simulation efficace, quelle que soit la plateforme qu'on va utiliser. Donc, on va parler de simulation. Tout à l'heure, Hussein a bien pointé le problème avec un point d'interrogation, mais je vais vous l'expliquer, ce point d'interrogation, du moins, je vais essayer de l'expliquer. On parle aussi de pratique intentionnelle ou réfléchie. En anglais, on parle de deliberate practice et on parle de debriefing. À mon avis et en mon sens, même s'il y a 10 piliers de la simulation, ces 3 piliers doivent être absolument respectés si on veut transformer un atelier en ligne. Donc, on va parler de fidélité. Et puis, à chaque fois que je donne une formation de formateur, je remets en question l'histoire de la fidélité parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, c'est quoi une fidélité? La fidélité, on parle de simulation haute fidélité parce qu'il y a une fidélité qualitative, c'est-à-dire que le mannequin ressemble vraiment à un être humain, en fait, avec une peau normale et tout. Et on parle de fidélité quantitative, c'est-à-dire que si on est au bloc opératoire, il y a beaucoup d'éléments en nombre N qui rappellent le bloc opératoire, des champs, un chirurgien, un anesthésiste, etc. Et quand on rassemble les deux, on obtient de la simulation haute fidélité. Ça, c'est théoriquement qu'est-ce qu'on doit dire sur la fidélité. Mais, alors, si je pose la question à l'auditoire, mais je ne vais pas attendre une réponse parce qu'on est en ligne, si je vous dis qu'est-ce qui serait le mieux pour simuler une ischémie myocardique? Est-ce que c'est le mannequin qui coûte extrêmement cher
et avec un ECG où on voit un sous-décalage? Est-ce que c'est un cœur artificiel où les participants peuvent carrément insérer un stent là où ils veulent? Ou encore, est-ce que c'est moi en train de simuler des douleurs cardiaques? Qu'est-ce qui serait le plus haute fidélité pour simuler des douleurs thoraciques? La réponse est simple. La réponse, c'est ça dépend des objectifs, évidemment. Donc, si on veut simuler la compétence technique à installer un stent, on va prendre un cœur artificiel. Si on veut simuler la compétence de gérer une famille en panique ou de gérer un patient en panique, ben, je vais jouer l'acteur même si je ne joue pas très bien, voire pas du tout. Donc, ça dépend des objectifs, oui. C'est pour ça qu'actuellement, la première base, que ce soit virtuel ou non virtuel, c'est de dire, OK, c'est quoi les domaines où le maximum de fidélité est important ici? Et si ces domaines-là sont transportables en virtuel, je les prends. Okay? Donc, si je prends l'apprentissage classique de la communication, je pense que la communication en virtuel, sur un écran, est très transférable. Et donc, c'est un parmi les scénarios qu'on peut transférer en ligne et le plus facilement. Et d'ailleurs, on ne parle plus actuellement de simulation haute fidélité ou basse fidélité, on parle de simulation multimodale orientée vers un objectif. C'est multimodal, on peut associer de la simulation haute fidélité, de la basse fidélité, du plastique, du cœur, etc. Donc, mais l'idée, c'est d'associer l'objectif éducationnel à l'outil de la simulation. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on espère que si on monte le réalisme à un niveau très élevé, ben, on obtient l'adhésion. Ça veut dire que le participant va adhérer au jeu, parce que c'est un jeu finalement. Okay? Il y a des casques utilisés par la NASA, j'espère mettre la main sur un bientôt, qui sont utilisés par les gens qui confectionnent les jeux vidéo, qui donnent à des testeurs ce casque-là et on leur demande de jouer au jeu. Et on regarde à quel point ils réagissent et ils adhèrent au jeu. Et s'ils adhèrent énormément, le jeu, on peut le commercialiser. Il faut qu'ils adhèrent parce qu'on espère que quand ils adhèrent au jeu, quand ils épousent, comme on dit, ce jeu-là, ben, ils vont apprendre énormément et ils vont être extrêmement bons là-dessus. Donc, le tout, c'est d'amener une expertise à un niveau pertinent de clinique pour l'action, pour faire comment. Okay? Il faut associer l'objectif éducationnel à l'outil de la simulation, mais ça, je me répète. Je donne quelques exemples de simulation multimodale orientée vers un objectif. L'objectif ici, c'est d'enseigner aux femmes, aux infirmières au triage, d'identifier rapidement une hémorragie de délivrance et d'envoyer la patiente rapidement vers des zones de déchocage. Et c'est au Mali. Et vous voyez, la simulation est de très basse, non, mais elle n'est pas coûteuse. Mais pour moi, c'est une haute fidélité. C'est clair, parce que l'objectif est respecté. On peut aller très très haut dans la fidélité en disant ben, je vais prendre le mannequin, je vais coller une boîte où on a une suture chirurgicale d'un rein qui saigne et puis on va le faire saigner. Alors là, on est dans le multimodal orienté vers l'objectif parce que l'objectif non seulement est de la suture vasculaire, donc l'objectif est technique, mais technique aussi sous pression d'un saignement ou sous pression d'un problème plus grave. Et donc, forcément, on est très, très focusé sur l'objectif technique et en plus technique affecté par l'absence de dextérité liée au stress et à l'urgence. Au centre de simulation de l'Université de Montréal, quelques simulations de multimodales orientées vers un objectif. Ici, c'est une colonoscopie sous sédation. Il faut savoir que la sédation en Amérique du Nord, elle est pratiquée par le médecin gastrologue sans absence d'anesthésiste. Donc, il a le droit de donner une sédation, mais on leur donne une formation en sédation. Donc, ici, vous voyez, il y a un appareil de colonoscopie et le patient est à côté. C'est sûr que ce n'est pas de la haute fidélité parce que le colonoscope n'est pas dans le patient, mais l'objectif étant d'enseigner les complications liées à la sédation et la gestion de ces complications-là, et donc on respecte bien le principe. Même chose ici, le bras que vous voyez ici qui permet au radiologiste d'insérer une voie centrale sous scopie n'est pas le vrai bras du mannequin, c'est juste un bras placé. Ce n'est pas de la haute fidélité pour faire le geste technique, mais c'est de la haute fidélité pour enseigner la sédation, parce qu'ils font ça sous sédation. On peut aller plus loin, on peut insérer un cœur battant dans un mannequin en plastique et faire battre le cœur carrément et demander aux gens de faire des sutures vasculaires. Donc, c'est multimodal orienté vers un objectif.
Voici un autre scénario d'annonce d'une mort inattendue par la simulation haute fidélité. Ça, c'est un scénario qui est parfaitement transférable en ligne. Et puis, particulièrement de nos jours, en Amérique du Nord, les familles n'ont plus le droit d'aller voir leurs patients dans certaines zones où il y a beaucoup de contamination. Donc, on leur annonce et on discute avec la famille à travers une interface numérique. Donc, si on apprend aux étudiants comment annoncer une mauvaise nouvelle, comment annoncer un décès via cette interface-là, non seulement on répond particulièrement et parfaitement à l'objectif, mais on est dans la haute fidélité parce que c'est ce qui va se passer un jour dans la vraie vie. Le point d'interrogation qui se pose encore, même avec tout ce que j'ai dit, c'est qu'on a beau monter le réalisme, est-ce que c'est vrai qu'on obtient l'engagement ou pas? Est-ce que c'est vrai que les gens adhèrent? Ce n'est pas si évident que ça. Il faut respecter 3 zones de fidélité. Il y a la fidélité, ce qu'on appelle la fidélité physique. La fidélité physique étant que les choses ressemblent vraiment à la vraie vie. Donc, si on doit réagir par une interface numérique avec un patient, il faudra que de l'autre bord du caméra, qu'il y ait vraiment un patient. Ça, c'est de la fidélité physique. Il y a de la fidélité conceptuelle. En gros, c'est le jeu d'acteur. Si on annonce une mauvaise nouvelle à une famille, théoriquement, il devrait être triste. Et il faut garder cette fidélité. Et on peut rajouter ce qu'on appelle la fidélité émotionnelle. On peut rajouter de l'autre côté de l'écran des enfants qui pleurent à cause d'un décès. Et on rajoute de la fidélité émotionnelle et cette fidélité-là est très importante. Tout ça, ça améliore la perception du réalisme du participant et son adhésion. Et même avec ça, ce qu'il faut faire, qu'on soit en numérique ou en présentiel, il faut ce qu'on appelle signer un contrat de fiction. Ça veut dire qu'avant de commencer toute simulation, on demande aux participants et on les encourage à jouer le jeu. On leur dit, c'est sûr que c'est juste une simulation, c'est sûr que c'est pas, on essaye de faire de notre mieux, mais je vous invite à jouer le jeu et on espère qu'avec ça, on ait de l'adhésion. Donc, vous voyez que le concept de fidélité est quand même très relatif et très dépendant des objectifs, ce qui nous permet un peu de sortir de la notion de haute fidélité et basse fidélité. N'hésitez pas pour les questions en ligne, mais je peux répondre au fur et à mesure s'il y en a. Donc, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le deliberate practice ou traduit comme la pratique intentionnelle ou réfléchie. Alors, c'est une boucle, cette pratique-là. Avant de commencer tout programme de simulation, il faut se mettre d'accord sur un objectif et un besoin. C'est-à-dire que je vais enseigner un point X, quel que soit, virtuel ou non virtuel, je vais l'enseigner. Il faut que je vérifie qu'il y ait une motivation et qu'il y ait un besoin. Je ne veux pas enseigner comment mettre une voie veineuse à des gens qui savent déjà mettre une voie veineuse. Ça, c'est clair, c'est le plus basique. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ce besoin-là et l'objectif, on va regarder les objectifs d'apprentissage et les tâches. Qu'est-ce qu'on doit apprendre exactement? On va mettre un niveau de difficulté approprié, qui peut être aussi en ligne, ce niveau de difficulté. On peut changer la difficulté de la communication avec le patient, d'un patient qui parle beaucoup, d'un patient qui ne parle pas beaucoup, qui ne veut pas communiquer les informations, etc., en fonction de nos apprenants. Et puis, on est dans l'ère du temps, on crée une nouvelle simulation, on essaie de faire de la simulation virtuelle. Il faut absolument d'emblée, et non pas a posteriori, mais d'emblée réfléchir à des outils de mesure valides et fiables pour évaluer ce qu'on fait. On ne peut pas faire ça au hasard. On doit absolument évaluer ce qu'on fait pour avoir de la rétroaction sur ce qu'on fait et améliorer la qualité du produit. Et voir par la suite si on doit répéter parce que le besoin existe encore. C'est ça la boucle du deliberate practice. Il faut absolument partir d'un objectif et aller à un besoin et l'évaluer. Ça peut être, vous pouvez très bien imaginer cette boucle-là pour un apprentissage sur un logiciel via Zoom, ce qu'on veut. Et il faut que ça soit respecté. Alors, je vais vous montrer l'intérêt de l'apprentissage en ligne tout à l'heure, entre autres. Cet objectif-là, il peut être un objectif extrait de curriculum, un objectif imposé par le fait qu'il y a les COVID et qu'on ne peut plus l'enseigner en direct live, donc il va falloir trouver une solution rapidement. Donc, l'objectif peut être imposé aussi. Ça peut être dans le cadre du développement professionnel continu, c'est-à-dire que des gens qui sont déjà diplômés et qui doivent maintenir leurs compétences, ou dans le cadre d'une maîtrise d'une tâche en général. Alors, la maîtrise d'une tâche, ça a été imposé aussi par le COVID parce qu'on a créé des simulations pour comment mettre les PPE, là,
le système de protection personnelle contre les virus. Donc, il y a des techniques pour mettre ça. Comment gérer une césarienne en urgence tout, tout en étant dans une zone chaude COVID+. Donc, c'est des scénarios qu'on a implantés qui sont dans le cadre d'une maîtrise d'une tâche bien spécifique et qui répond à une situation bien spécifique. Le troisième pilier, et puis Slem en a bien parlé, c'est vraiment le debriefing. Alors, le debriefing, c'est ma tasse de thé. Là, je peux en parler pendant 1 heure, mais je vais juste rester sur une seule diapo. Je trouve que c'est probablement l'élément le plus facilement transférable en ligne, ce debriefing. Et non seulement transférable, mais je pense que le futur va le garder en ligne. Parce que ça permet d'effectuer le debriefing par des experts différents. Et donc, on a plusieurs techniques de debriefing. Vous voyez la richesse de ça. On peut avoir des experts internationaux qui viennent nous débriefer. Moi, j'aimerais bien que pour tous mes débriefings, il y a quelqu'un qui m'observe et qui me dise à la fin, voici ce que j'aurais dû dire ou ce que je n'aurais pas dû dire. Et puis, dans le cadre de la formation des formateurs, il y a un pilier aussi qui s'appelle le debriefing du debriefing. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui regarde ce qu'on vient de faire et qui nous corrige. Et ce debriefing, il peut être asynchrone. Je peux regarder des débriefings de mes collègues et ils regardent mes débriefings et puis on se corrige mutuellement, ce qui donne un boost à la formation extraordinaire. Ce qui nous amène au fameux Screen-Based Simulation, ou la simulation basée sur l'écran. En gros, c'est un design similaire au jeu vidéo. C'est un jeu. Okay? On a un patient imaginaire, on a des graphiques, on peut cliquer sur des textes, on peut cliquer sur un tiroir pour l'ouvrir, on peut cliquer sur un patient pour voir son visage, ses yeux, etc. L'environnement, il est interactif. Ça, comme ça a été déjà dit, ça évalue essentiellement des compétences cognitives à date, beaucoup moins psychomotrices et non techniques aussi, mais on va voir plus en détail. Mais beaucoup moins psychomotrices malheureusement, mais essentiellement cognitives. Quelques exemples de Screen-Based Simulation. Ici, il y a de la simulation virtuelle aussi, mais ce n'était pas le but, parce que c'est une étude qui comparait les deux. Mais toujours est-il que ce que vous voyez dans l'image B et D, c'est des clics. Ça veut dire qu'on va cliquer sur les mains de l'infirmière et les mains de l'infirmière vont ausculter. Et puis, on va entendre l'auscultation et on va conclure à c'est quoi comme auscultation. Ou on va cliquer sur les yeux et on a la pupille et on va voir la pupille. Puis là, on décide de réagir ou pas. Des applications qui nous permettent de faire une fibre optique chez un patient. C'est intéressant. Je ne suis pas sûr, par contre, si, je vais vous reparler de cette étude, mais je ne suis pas sûr si la dextérité qu'on va acquérir via nos pouces sur un téléphone va être transférable à insérer une fibre optique. Peut-être dans le futur, la fibre optique va être transformée en un petit robot qu'on va commander juste avec nos pouces. Ça ne m'étonnerait pas. Mais pour l'instant, il va falloir faire de la recherche là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres applications qui permettent la même chose. Ici, on voit une fibre pulmonaire avec de la cautérisation à faire. Avec notre pouce, on peut contrôler la tête de cette fibre. Et on voit aussi qu'en gastro, on peut faire la même chose. Donc, comme on l'a dit, c'est des jeux vidéo. Ça peut être synchrone ou asynchrone, ça, on l'a dit. L'avantage, c'est imaginer le nombre de participants, qui est énorme, et le fait d'effectuer des pauses. Alors, un avantage qui se dégage actuellement, c'est ce qu'on appelle le debriefing à la demande. L'idée du debriefing à la demande, c'est que durant une simulation, quelle que soit la simulation, le participant peut à un moment dire « OK, time out, j'arrête ici, je veux avoir un debrief ». Cette idée de debriefing à la demande vient des théories de la surcharge cognitive. Plus notre fonction cognitive est surchargée, moins on va apprendre. Donc, on s'est dit, si pendant la simulation, le participant dit « OK, time out, je m'arrête ici, je veux avoir un debrief », et il reprend par la suite, probablement que sa charge cognitive va diminuer et l'apprentissage va être meilleur. Des études doivent se pencher là-dessus et doivent expérimenter beaucoup plus que ça. Donc, mais l'apprentissage en ligne et sur ces applications-là permettent aux participants d'arrêter le jeu ou d'arrêter la situation à un moment et d'avoir un debriefing par quelqu'un qui serait complètement dans un hotspot, qui est en train de le regarder, faire et de débriefer et puis reprendre le scénario là où il était. Donc, je vous épargne les détails du contexte du Covid. Ça, c'est un très beau gâteau qu'on a fait avec mes filles qui représente bien la situation du Covid, un beau Covid qu'on a mangé, très bon. Donc,
dans la situation du Covid et la distanciation sociale, je pense qu'il est capital de se pencher sur cette screen-based simulation. Qu'est-ce que ça permet aussi des avantages par rapport au full-scale simulation? C'est les ressources. C'est clair que les ressources matérielles et personnelles sont moins élevées. Les horaires sont flexibles aussi. On peut comme là, on a un fuseau horaire de 5 heures et puis on communique comme si on était dans le même local. Ça permet cette pratique réfléchie et volontaire. Ça veut dire que l'étudiant peut aller chercher quand il a besoin de chercher l'information. Vous savez, je regarde l'école secondaire actuelle de ma fille et ils ont un programme normal et ils ont un programme qu'on appelle Flex. Ça veut dire que l'enfant qui a à peine 12-13 ans organise ses cours comme il a envie. En gros, il organise quand est-ce qu'il va avoir des maths, il organise quand est-ce qu'il va avoir physique, il organise ce qu'il veut, à sa manière toute l'année. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement cette pratique volontaire et réfléchie. Il y a aussi le phénomène des scores et des évaluations qui sont intégrés dans ces jeux vidéo. C'est très intéressant. Quand on joue à un jeu vidéo de voiture, on sait que la difficulté va être adaptée à notre dextérité et on a un score immédiatement et ce score nous donne une rétroaction immédiate et on va essayer de s'améliorer à la prochaine course et monter la difficulté, etc. C'est le même principe. On a des scores qui sont introduits dans l'application et ces scores-là vont être accessibles après pour avoir des datas et donc de la recherche. Et ça, c'est très intéressant. Okay? On n'a pas besoin d'infrastructures institutionnelles et probablement que les coûts vont être réduits. C'est à évaluer. D'autres avantages aussi, on parle beaucoup des Zooms. Alors, je vous partage l'expérience qu'on a eue au centre de simulation quand il y a eu le confinement. C'est qu'on fait des écosses. Les écosses, c'est des stations pour les externes en médecine, plusieurs écosses. Alors, comment on a organisé ça en Zoom? C'est qu'on a créé des salles virtuelles. Dans chaque salle, il y a un instructeur. Tout le monde est chez lui, là, hein. Il n'y a personne qui est au centre de simulation. Dans chaque salle, il y a un instructeur et il y a un patient partenaire ou un patient virtuel. Et puis, on amène les étudiants virtuellement dans cette salle. Ils vont communiquer avec le médecin, avec le patient. Le médecin les observe. Ensuite, on se fait sortir le patient, on l'amène ailleurs. Eux, ils vont se faire débriefer par ce médecin-là. Ensuite, on les amène dans une autre salle. On a même dans ce roulement de salles, on a même créé une salle où c'est une salle de pause où l'étudiant peut mettre sa caméra et son micro off et il peut aller prendre une pause, respirer un petit coup. Donc, c'est très intéressant, on l'expérimente de plus en plus. Il faut un débit Internet qui est très élevé pour gérer le tout, pour que ça ne coupe pas, mais ça marche. Ça marche et moi, je trouve que c'est impressionnant. C'est à évaluer, évidemment. Le debriefing à distance, c'est un avantage pour moi majeur parce que tu amènes l'expertise. Moi, j'aimerais bien que les gens qui m'ont enseigné aux États-Unis, c'est des sociologues, et il y a un des professeurs qui est sociologue qui a dans son actif autour de 3000 heures de debriefing. 3000 heures de debriefing, je ne sais pas comment il les a acquis, mais c'est énorme. Et j'aimerais bien qu'il me regarde pendant que je fasse mes debriefings parce que ça va être de l'or. Donc, cette expertise-là peut être amenée juste à côté d'eux. Okay? Le feedback sur le debriefing des futurs formateurs, d'une façon synchrone ou asynchrone, on peut faire enregistrer nos debriefings et les envoyer à un expert ou demander à l'expert d'être là pendant le debriefing et puis corriger nos erreurs. On peut transférer le savoir, ça a été dit. Il y a des endroits qui n'ont pas de ressources, mais l'Internet maintenant quasiment arrive dans plusieurs endroits. Ça commence à être plus vital que d'autres ressources. Donc, si on peut amener le savoir et l'expertise très loin. Et puis, le potentiel de collaboration, évidemment, il est énorme. On sait que la recherche passe par de la collaboration, l'érudition passe par la collaboration. Et donc, si on établit des ponts comme ça, c'est extraordinaire. La fidélité. Alors, est-ce que c'est fidèle? Donc là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est difficile à conclure. Parce que, d'abord, c'est quoi les objectifs? On s'est entendu. Puis, on peut même remettre en question la fidélité de la full-scale simulation. Des fois, on fait des scénarios de haute fidélité. Il y a des étudiants qui n'accrochent pas forcément. L'adhésion des étudiants. J'ai vu des étudiants, malgré la très haute fidélité, ils ne vont pas accrocher. Et d'autres qui, dès qu'ils voient un mannequin, ils pensent que c'est un être humain et ils commencent à masser. Donc, c'est très variable. C'est difficile de conclure. Okay? Est-ce que l'apprentissage répond aux besoins? Ça, c'est une question à se poser. La pratique, est-ce qu'elle est réflexive? Est-ce qu'elle est intentionnelle? Est-ce qu'elle est délibérée?
et surtout, est-ce qu'il y a eu du feedback. Quelques exemples, je pense que j'en ai 3, pas plus, parce que de toute façon, c'est nouveau. Ici, on compare la gestion d'une situation en sciences infirmiers. Au départ, les patients s'entraînent sur un logiciel de jeu en cliquant, en choisissant les options. Ensuite, il y a un autre groupe qui s'entraîne sur un mannequin full scale et on compare par la suite leur gestion d'un patient qui est admis pour un trauma. Et c'est des sciences infirmières et on constate que les deux groupes vont performer pareil. Une autre étude, deux groupes d'étudiants qu'on prépare pour une séance de simulation, soit par la screen-based simulation avec debriefing, soit par des lectures autonomes pour gérer un bronchospasme. Et on voit que les gens qui ont eu la screen-based simulation avec debriefing géraient mieux le bronchospasme que les autres. Mais il y a un bémol, je ne sais pas dans cette étude, c'est quoi la part des choses et ce n'est pas évident à mon avis de conclure que c'est la screen-based simulation qui a amélioré leur performance ou c'est le debriefing qui a amélioré leur performance. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de fourchettes. Ici, c'est à propos de l'application ILRX. Alors, moi, j'ai émis des doutes quant à la transférabilité de la dextérité du groupe ILRX et du groupe application, mais dans cette étude, ils ont l'air de conclure que oui, la dextérité est transférable. Alors peut-être que ce qui est transférable, ce n'est pas forcément la dextérité, mais c'est plus la connaissance anatomique et la navigation dans l'anatomie. On ne peut pas faire la part des choses et il faut prendre ça, encore une fois, avec beaucoup de pincettes. Ça, c'est vieux. Ça, c'est 2002 quand même. Pour la Screen-Based Simulation 2002, ça veut dire que c'est extrêmement innovateur. Deux groupes de résidents juniors qui vont tester un logiciel de jeu de simulation en anesthésie et qui vont être confrontés, entre guillemets, à un groupe qui va tester ça en full-scale simulation. Et on regarde après sur le logiciel, re-logiciel encore une fois, leur délai de diagnostic et les étapes thérapeutiques, est-ce qu'ils ont été respectés ou pas. Et on voit qu'il n'y avait pas de différence. Alors, moi encore, je vais mettre un bémol là-dessus parce que quand on répond sur ce genre de délai de diagnostic, etc., et les étapes thérapeutiques sur un logiciel, on n'a pas ce qu'on appelle les facteurs humains. Les facteurs humains, à savoir le stress, la pression, etc. Et donc, c'est possible qu'on réponde toujours bien quand on est devant un ordinateur. Encore une fois, de la recherche et de l'évaluation sont nécessaires. Les limites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Rapidement, je m'attendais à ce que mes collègues en parlent avant. Donc, l'enseignement des attitudes peut être difficile parfois. Le concept de Crisis Resource Management, qui est le cœur de l'enseignement de la simulation, est difficile à enseigner parce que cette pression de crise peut être difficile à transférer de la réelle à la simulée. La satisfaction de l'étudiant doit être revue. Je ne sais pas si on pourrait avoir les deux avis. Certains étudiants ne vont être pas satisfaits avec ça, mais d'autres, le fait d'être chez eux avec un bon café, ben, ils vont peut-être être très satisfaits. Je ne sais pas. À voir. Il faut remettre en question certains logiciels comprennent des jeux, comme des jeux, comprennent des scores d'évaluation interne. Il faut savoir que ces scores-là ont été inventés par le programmateur du jeu anesthésique et non pas de validité. Donc, on a un score. Je peux vous dire que j'ai déjà participé à un logiciel où j'ai de jeux d'arrêt cardiaque péropératoire et on était 3 anesthésistes et on a scoré vraiment très très mal. Je pense qu'on l'a tué le patient à 3 fois. Donc, au départ, il y avait juste moi et je l'ai pris personnel, mais il n'y avait pas que moi, donc ça va. Et puis, finalement, il y a ce qu'on appelle l'expertise haptique. Alors, l'expertise haptique, c'est le ressenti, c'est le feeling des mains. Des fois, il y a un résident qui nous appelle parce qu'il n'arrive pas à piquer une rachis. Donc, on prend la main et puis on réussit et on décrit ça comme « Ah, j'ai ressenti un passage, j'ai ressenti l'aiguille » ou en chirurgie, on ressent l'aiguille traverser. Et tout ça, c'est difficile à transférer, même si maintenant, il y a des logiciels qui permettent. Mais on a du mal à avoir le retour haptique. Et ce retour haptique est très important en simulation et il permet plus d'adhésion. Et on le constate dans les jeux vidéo maintenant, les manettes de jeu, les joysticks, comme on dit, sont
quasiment tous munis d'une vibration pour avoir un retour haptique parce que ça permet une meilleure adhésion de l'étudiant au jeu. Donc, je m'arrête là. Je voulais juste faire le tour de ces principes de base de la simulation, on va dire successful simulation. Et à partir du moment où on a ces axes-là de succès, je pense que, et en les respectant, je pense qu'on peut transférer toutes les simulations sur écran en autant qu'on ait ça. C'est sûr que tous les scénarios ne sont pas transférables pour l'instant. Le travail qui va être fait et qui doit être fait, c'est vraiment évaluer l'impact du tout, de tout ça actuellement sur que ce soit les avantages pédagogiques, la satisfaction des étudiants, avec des outils d'évaluation qui sont sérieux, validés, et les évaluer aussi à long terme. On peut prendre une cohorte qui a vécu ce changement-là et la comparer à une cohorte qui ne l'a pas vécu et voir prendre des métriques de mesure et les évaluer. Donc voilà, je reste dispo pour les questions évidemment. Merci, c'est Anoui. Vraiment, il y avait des choses à dire. Vous avez dit tout a été dit, pas du tout. On a beaucoup appris. Ben, il y a beaucoup de questions. Je commence par une personne là qui a dit, qui vous félicite pour cette présentation. Il dit, pourriez-vous détailler un peu plus comment vous menez des écosses donc, sur Zoom, des épreuves cliniques objectives structurées, comment vous arrivez à réussir à les faire? Alors, oui, je vais répondre à la question. Merci pour la question. Alors, on part d'abord de l'objectif. Une question de notre ami Ahmed Hassan Ladib du Maroc, qui était le président de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, qui est aussi spécialiste en simulation au Maroc. Voilà. Très bien. Merci. Alors, je réponds à la question. Tout d'abord, se poser la question, c'est quoi les objectifs? Donc, nous, quand on a transféré les écosses, on n'a pas pris l'écosse de ponction lombaire parce qu'on sait qu'il n'est pas transférable. On n'a pas pris l'écosse. Donc, on a pris essentiellement des écosses de, si mon souvenir est bon, moi, je vous avoue que j'étais impliqué initialement, mais après, j'y étais plus. Mais on a pris des écosses du genre consentement du patient. Examen clinique, pas examen clinique, interrogatoire du patient, recherche de symptômes. Donc, il y a beaucoup de communication, des écosses de communication énormément. Alors, ensuite, on a au centre de simulation des patients partenaires. Les patients partenaires ou les acteurs vont être dans le centre de simulation devant des écrans. Et on a les étudiants qui rentrent dans l'interface Zoom et on a des instructeurs qui sont chez eux, qui rentrent dans l'interface Zoom. Après, c'est un travail d'un administrateur, mais en fait, ils étaient obligés à un moment d'être 3, parce que sinon on perd le fil et on se disperse complètement, de dispatcher ces gens-là, chacun dans sa salle. On peut créer via Zoom des plateformes payantes, on peut créer des salles virtuelles, et là, on envoie des gens, lui, il est comme conférencier, comme prof, donc il a certains droits, lui, il est acteur, etc. Et on fait rouler, donc on sait qu'on a 10 minutes dans cette station-là. Une fois les 10 minutes sont passées, on prend le temps d'amener les étudiants soit dans la station de pause, soit dans la station de débriefing, soit dans la station, etc. Et on roule. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais encore une fois, première étape, c'est choisir les bons objectifs parce qu'autrement, c'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas toutes les… Il y a d'autres questions, je ne sais pas, c'est un hobby ou Pierre Moussemoun, vous répondrez à la question. Comment l'appareil social est l'un des défis de la simulation? Par un de vous, je ne sais pas lequel. Oui, j'en ai parlé un petit peu par rapport à la… c'est pas l'appareil social, c'est que la simulation basée complètement sur des ordinateurs peut amener à l'appareil social. C'est-à-dire, si on a développé beaucoup la simulation virtuelle et que les apprenants vont adhérer à cette formation, ils vont peut-être préférer ce type de formation par rapport à la formation classique où il y a un avantage. Moi, je reste aussi un défenseur de la simulation classique parce que l'interaction apprenant-formateur
est aussi importante. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'interaction apprenant-apprenant. Et donc, si les apprenants vont se pencher beaucoup plus, vont choisir beaucoup plus la simulation basée sur ordinateur, c'est le risque de la paresse sociale qui peut naître à cause de ça. Voilà, c'est plutôt une conséquence beaucoup plus qu'un défi. Bien. Monsieur Tanoub, une question pour vous de Monsieur José Rubiano. Vous avez plus hein, un Colombien. Comment acquérir des habiletés motrices en ligne? Alors, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Donc, je reviens sur deux diapos. La première, c'est les applications qui permettent de naviguer et d'intuber virtuellement via juste nos pouces. C'est comme si on conduisait une voiture à travers l'arbre bronchique ou à travers le côlon et on essaye d'aller le plus loin possible dans le côlon. Alors, ces applications-là permettent-ils d'acquérir une habileté motrice? D'après certaines études, oui. D'après moi, pas encore et on ne peut pas conclure et ces études comportent des biais. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il y a des applications en ligne qu'on peut tester via nos pouces, c'est sûr que via un téléphone, mais peut-être que ces applications vont nous permettre d'acquérir une connaissance anatomique. Et ces connaissances anatomiques vont aider les habiletés motrices parce que une des raisons que sur le plan moteur on n'arrive pas des fois à faire une colonoscopie ou une fibroscopie, c'est parce qu'on ne connaît pas aussi l'anatomie et comment s'orienter. Donc c'est très mixte. Le deuxième point qui rend difficile d'acquérir les habiletés motrices en ligne, c'est encore une fois cette absence d'expertise haptique, cette absence de retour de force. Okay? Si on fait une intubation, on sait très bien à quel point la force qu'on exerce pour intuber est importante et nous donne du feeling et un retour sur est-ce que je suis bien, est-ce que l'intubation est difficile ou pas. Et souvent, on dit aux résidents, il n'arrive pas à intuber, on prend la main, on intube, vous n'avez pas assez forcé. Okay? Et donc, il y a toujours ce retour de force haptique qu'on ne peut pas faire en ligne et c'est une expertise en soi. Alors, le point le plus important, c'est qu'on remarque de plus en plus que cette expertise haptique se perd. C'est-à-dire que si on regarde dans le temps comment on faisait des blocs nerveux périphériques avec le neurostimulateur, c'est très basé sur l'expertise haptique. C'est-à-dire qu'on va insérer l'aiguille et puis après on sent les membranes et on sent comment on se dirige, etc. Et c'est très basé sur ça. Actuellement, avec l'écho, il n'y a plus ce problème. Moi, ça m'a pris 2 ans pour être bon en loco régional et les résidents, maintenant, au bout de 2 semaines, ils font 2 blocs et puis c'est fini. Avec l'écho, il n'y a plus de ce ressenti. Même chose pour la force qu'on exerce pour faire une intubation. Je donne un exemple de l'intubation parce que je suis en anesthésie, mais la force et cette expertise de combien de force je vais mettre, elle a disparu et elle va disparaître probablement avec la vidéolaryngoscopie. Il n'y a plus lieu d'utiliser un laryngoscope direct, à mon avis, et il y a la vidéolaryngoscopie. Et on n'a plus besoin de se baser sur des feelings. Donc, je pense que toutes les techniques qui sont basées sur ce feeling, qui mettent beaucoup de temps à être maîtrisées, vont probablement disparaître avec le temps. Donc, expertise, habilité motrice en ligne, on est encore loin. Il y a du potentiel, mais on est encore loin pour dire que oui, c'est possible. Merci. Si vous avez une question, il y a ceux qui sont présents, vous voudrez vous poser une question à vous. Dans quelle mesure la simulation virtuelle permettrait-elle de développer, faciliter l'apprentissage psychoaffectif? Merci. La question est excellente parce que c'est peut-être l'un des domaines où la simulation et la notion de fidélité, on devient un peu moins exigeant par rapport à ça. Le psychoaffectif, je veux dire par le psychoaffectif, les compétences non techniques. C'est tout ce qui est anticipation, tout ce qui est prise de décision, tout ce qui est communication, conscience de la situation. Tout ça, c'est des compétences non techniques. C'est la base des compétences CRM, de Crisis Resource Management dans la simulation classique. Et en simulation virtuelle, il est facile, je dis ça comme ça, il est facile entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que si on se met comme objectif les compétences non techniques,
on peut les travailler et il y a plusieurs études dans la littérature. D'ailleurs, j'ai vu 2 ou 3 passer, et ça m'avait montré aussi, et on peut le volet psychoaffectif, on peut le développer, on peut l'évaluer, on peut le travailler, et après, avec le débriefing, on peut facilement donner les outils d'amélioration de ce domaine psychoaffectif. Je donne l'exemple de communication avec les outils SAED ou l'annonce d'une mauvaise nouvelle, l'outil Spikes. Et là, c'est un domaine de développement, je pense, qu'on doit travailler beaucoup plus avec les difficultés de la fidélité virtuelle. Je pense que c'est un champ de développement qui est tout à fait facile à faire et à développer. C'est peut-être un domaine de force de la simulation en général et de la simulation virtuelle en particulier. Très bien. Si je peux Pour les me, scénarios, oui, si je peux me permettre pour rajouter sur l'apprentissage psychoaffectif, parce que je trouve ça très intéressant et c'est vraiment le domaine de recherche sur lequel je me penche ces jours-ci, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle ou le contrôle des émotions. Je pense que c'est capital pour un médecin de savoir contrôler ses émotions, de connaître les émotions des autres et d'interagir en fonction de ce niveau émotionnel élevé. Et on a testé ce genre on peut faire des scénarios qui déclenchent une réaction émotionnelle élevée. Et encore mieux maintenant, il y a des logiciels qui analysent le visage de la personne qui est devant la caméra. Et selon le visage, elle donne l'état émotionnel. Et ça nous intéresse beaucoup parce que ça rentre dans l'apprentissage de la compétence émotionnelle. Donc, encore une fois, psychoaffectif, je pense que c'est très faisable en ligne. Et non seulement c'est faisable, mais ça ouvre des portes à d'autres recherches. non, mais des scénarios pour des cas rares. Pardon? Il y a un des participants, une des participantes, elle parle de le fait de réaliser des scénarios pour des cas rares. Des césariennes? Des scénarios pour des cas rares. Ah, des scénarios pour des cas rares, oui. Alors, sa question, quelle est la place de la simulation virtuelle? Je ne fais pas exprès, mais je vais répondre comme je réponds souvent, ça dépend de l'objectif. Voilà. Je reviens à mon joker, à savoir, ça dépend de l'objectif. Si le cas rare, on va prendre des exemples. Est-ce qu'on a eu un patient qui refuse catégoriquement d'entendre parler d'être hospitalisé alors qu'il a un trauma crânien avec perte de connaissance? Puis là, on va discuter avec lui. Est-ce qu'en clinique de la douleur, les gens qui font de la douleur chronique, ils ont fait beaucoup de télémédecine pendant le Covid et ils ont des patients qui vont les forcer en douleur chronique de prescrire des narcotiques à haute dose en leur disant, en faisant du chantage, en leur disant, moi j'ai besoin de narcotiques, j'ai besoin parce que je ne peux pas aller voir un médecin, tout est fermé, tout est bloqué à cause de la pandémie, etc. Et on a plusieurs patients qui étaient en sevrage de narcotiques qui ont rechuté à cause de la pandémie. Donc ça, c'est un objectif, c'est des situations rares et c'est un objectif qui est parfaitement réalisable en ligne avec un acteur et quels sont les moyens pour convaincre ces gens-là qu'on est disponible pour d'autres prescriptions s'il le faut, ne pas se laisser aller là-dessus, etc. Donc, joker, ça dépend des objectifs, du cas rare en question. Alors, on peut aller plus loin en disant, si l'objectif ne permet pas du screen-based simulation, est-ce qu'on peut faire de l'hybride? Hybride, ça veut dire que très peu de personnes vont être au centre de simulation pour respecter une distanciation sociale, mettre des gants, mettre des masques, etc., faire leur simulation qui est filmée et se faire débriefer en asynchrone être regardé par d'autres participants pour apprendre aussi, parce que quand on observe, on apprend, et se faire débriefer d'une façon synchrone ou asynchrone par un instructeur qui est chez lui. Donc ça, c'est de l'hybride un peu entre full scale et screen-based. Une autre question, 2 autres questions, et c'est fini. Dr. Carmen String pose la question, la différence, à votre avis, entre le debriefing dans la simulation virtuelle et le debriefing classique basé sur les enregistrements audio et vidéo. Vous avez répondu de plus de détails.
Alors, heureusement que vous avez vu cette question, parce que si vous ne l'avez pas vue, je serais allé répondre à cette question parce que je l'ai beaucoup aimée. Je pense que il y a. Alors, je réponds de deux manières. La première, c'est que si on a l'occasion de parler de debriefing un de ces jours, je peux vous montrer que le debriefing n'est pas forcément basé sur les enregistrements audio et vidéo, et voire il est loin d'être basé sur les enregistrements vidéo et audio. Et je pense que la dernière fois que j'ai sorti un enregistrement vidéo pendant le debriefing, c'est justement quand j'ai commencé ma carrière comme instructeur. Et plus on avance, moins on va les utiliser, et c'est intuitif qu'on va arrêter de les utiliser, c'est pas forcé. Mais donc, ça, c'est la première réponse. Donc, de dire qu'il est généralement basé sur les enregistrements vidéo et audio, je pense que je ne suis pas d'accord. Le deuxième point, et c'est ça c'est mon domaine de recherche actuel, et vraiment, on est en plein dedans, c'est qu'à mon avis, la différence entre le debriefing réel et virtuel, c'est l'état d'émotion. C'est les émotions, c'est le transfert des émotions. Je suis en train d'étudier l'état émotionnel du débriefer après une simulation, parce que les gens pensent toujours à l'état émotionnel et au stress des participants, mais il faut garder en tête que l'instructeur est extrêmement stressé, surtout au début de carrière quand il commence un debriefing. Et ce stress-là et cet état d'émotion, je me demande s'il se transmet via un écran ou pas. Donc, ça, c'est les deux nuances sur lesquelles… Je suis tout à fait d'accord, et Sam, je veux souligner juste que le debriefing, c'est juste un entretien motivationnel. Ce n'est pas le formateur qui injecte les informations. Exactement. Si on arrive à comprendre ça, on peut faire un debriefing. Comme disait quelqu'un que je connais, en tout cas, il disait debriefing, ce n'est pas un contrat de vente. Tout à fait, exactement. Et donc, si on arrive à déclencher l'auto-débriefing des apprenants, on a peut-être réussi notre mission. Et peut-être que la simulation virtuelle est une belle occasion pour ça. C'est juste une initiation au débriefing, et le meilleur débriefing, c'est l'auto-débriefing des apprenants. Mais il faut qu'ils soient initiés et encouragés. Voilà. Ça, avec le virtuel, actuellement, ça va changer. Hein, que du débriefing classique, parce qu'avec le virtuel, on peut revenir, on peut revoir, on peut arrêter, on peut revenir. Et ça, je crois que ça va changer par rapport à ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Ouais. C'est la dernière question, et c'est pour vous. Alors, Madame Hamada, Madame Hamdoun, quel est l'impact du confinement sur la qualité de la formation initiale des parents médicaux chez vous? Impact du confinement sur la qualité de la formation initiale. Alors, je parle de l'expérience canadienne, donc j'ai aucune idée. Les paramètres au Canada pendant le confinement, c'est les gens qui sont sortis le plus et qui ont eu le plus de déconfinement et qui ont travaillé le plus parmi tout le personnel. Donc, s'il y a des gens qui ont été exposés, c'est bien les paramédics au Canada. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de SAMU et les ambulances, il n'y a pas d'infirmiers dans l'ambulance. C'est scoop and run. Donc, les paramètres vont chercher le patient. Ils ont quelques instructions à faire. Ils montent le patient dans le camion et on roule. Okay? Donc, c'est vraiment les personnes qui probablement… Les moins confinés. Les moins confinés, vraiment, c'est les moins confinés pendant cet état de confinement parce que c'est eux qui vont aller chercher les patients malades chez eux. C'est eux qui ont été exposés le plus en gros. Donc, pour l'état d'apprentissage, leur état d'apprentissage, je n'ai pas évalué ça à part de la recherche évidemment, mais à mon sens, ils ont eu un apprentissage par expérience extrêmement élevé par rapport à tous ceux qui ont arrêté leurs activités.